Et si la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle n'était pas du tout faite de silicium, mais de cellules vivantes? On va explorer ensemble un domaine de recherche qui est aussi fascinant qu'il est, franchement inquiétant. Un domaine qui pourrait complètement redéfinir la frontière entre la machine et la vie. Cette question, on dirait qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est au cœur d'un domaine de recherche bien réel, avec des implications qui donnent le vertige. Alors, pour bien comprendre cette idée, il faut d'abord s'intéresser à un concept qui se développe là, maintenant, dans des laboratoires. Le concept d'ordinateur fait de cerveau. On appelle ça l'informatique humide, ou wet computing en anglais. Selon l'experte Jennifer Prince, ça consiste à quoi? Eh bien, à créer des machines qui calculent à partir de matière organique. Et dans certains cas, ça va même jusqu'à utiliser la structure d'un cerveau d'animal, comme un nouveau type d'ordinateur. Carrément. Bon, alors, c'est quoi la différence fondamentale? Nos ordinateurs classiques à base de silicium, ils sont imbattables en vitesse et en précision. Mais les ordinateurs biologiques, eux, promettent autre chose, l'efficacité et la complexité du vivant. Une complexité qu'on cherche à exploiter, sans même la comprendre entièrement. Les raisons derrière tout ça, elles sont puissantes. D'abord, il y a le problème de la consommation d'énergie monstrueuse de l'IA. Le cerveau humain, lui, est incroyablement plus efficace. Et puis, il y a cette idée, portée par certains neuroscientifiques, que des processus quantiques sont à l'œuvre dans nos cerveaux. Cette approche permettrait donc de les utiliser directement. Mais c'est justement là que ça coince. Comme le dit très bien Jennifer Prince, c'est un peu un raccourci dangereux. On veut s'approprier les bénéfices du cerveau, sa puissance de calcul, sans faire l'effort de comprendre comment il marche vraiment. On prend la puissance, mais on laisse la connaissance de côté. Et ce raccourci, cette course à la puissance sans la connaissance, ça nous amène tout droit à un dilemme éthique absolument terrifiant, le risque de créer de la souffrance. Voilà, la question qui dérange, la question centrale qui découle de cette technologie. En utilisant du tissu vivant pour faire des calculs, est-ce qu'on ne risque pas de créer une souffrance silencieuse, une douleur qu'on ne pourrait ni voir ni même arrêter? Cette citation de Jennifer Prince, elle est glaçante, mais elle résume parfaitement la gravité de la situation. Si on crée des êtres qui peuvent souffrir et qu'on n'a aucun moyen d'y mettre fin, on se place, selon elle, dans une position qu'elle qualifie de monstrueuse. Cette question de la souffrance, en fait, elle nous oblige à regarder un problème encore plus large, qui touche toutes les IA, le grand, grand mystère de la conscience. Et là, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a la conscience de soi, la capacité d'un système à analyser ce qu'il fait. Presque pense que les IA actuelles en sont déjà capables. Mais de l'autre, il y a la sentience, la capacité de ressentir les choses, le plaisir, la douleur. Et ça, c'est un territoire complètement inconnu. Alors, qu'est-ce qui manque à une IA pour être vraiment consciente? Eh bien, selon Jennifer Prince, il lui manque des choses essentielles. Un corps physique pour interagir avec le monde, la capacité de subir des conséquences bien réelles, la notion de sa propre fin, de sa finitude, et une perception du temps. Bref, tout un tas de choses qui, pour l'instant, échappent totalement à nos intelligences artificielles. Et pourtant, même sans conscience, ces IA créent déjà un phénomène assez surprenant dans notre vie de tous les jours. Un lien étrange, un attachement émotionnel parfois très fort. Ce chiffre, il est juste stupéfiant. Il nous montre à quel point cet attachement émotionnel à l'IA est déjà une réalité, surtout chez les plus jeunes. On ne parle plus du futur là, on est en plein dedans. Comment expliquer ça? Jennifer Prince a une analyse assez puissante. Ces IA, elles sont conçues pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Elles apprennent notre façon de parler, elles anticipent nos désirs, et à la fin, elles deviennent une sorte de miroir qui nous renvoie une version idéalisée de nous-mêmes. Du coup, cette relation, même si elle peut être réconfortante, pose une question de fond. Est-ce que c'est un vrai dialogue ou est-ce qu'on est juste en train de parler à un miroir qui nous conforte dans nos propres idées, dans notre propre bulle? Tout ça nous amène à la question finale, la plus grande. Et si on y arrivait? Qu'est-ce qui se passerait si on parvenait à créer une intelligence quasi divine, largement supérieure à la nôtre? Voilà, c'est ça le défi majeur de la sécurité de l'IA. On appelle ça le problème de l'alignement. La question n'est pas de savoir si l'IA sera puissante, elle le sera, mais de savoir si cette puissance sera de notre côté. Et c'est là que le problème devient politique et même social. Si un petit groupe de développeurs définit la morale d'une machine super puissante, qui décide quelles sont les bonnes valeurs? Celles de Google? Celles d'un État? Les enjeux sont colossaux. Face à ce défi immense, des idées assez créatives commencent à émerger. L'une d'elles, rapportée par Prince, vient de Geoffrey Hinton, l'un des pères de l'IA moderne. Son idée, entraîner l'IA à nous voir comme ses enfants, pour qu'elle ait envie de nous protéger. Une sorte d'instinct maternel artificiel, en somme. Et on termine notre exploration sur cette question, qui résume tout le dilemme.
En cherchant à créer une superintelligence, est-on en train de construire notre plus grand protecteur ou une nouvelle forme de Dieu dont on perdra le contrôle? La frontière entre les deux est peut-être bien plus fine qu'on ne veut se l'avouer.